angle du soir, un nouvel antisémitisme semble gangréner la démocratie française. Les Juifs de France sont-ils menacés? Rappel des faits par Sandrine Le Calvez. Une poignée de main ce matin sur le perron de l'Elysée et une même volonté pour François Hollande et le Premier ministre israélien, lutter contre le terrorisme et l'antisémitisme. Symbole fort, Benyamin Netanyahou et le chef de l'État se rendront ensemble demain à Toulouse, la même où un père de famille et 3 enfants ont été tués dans une école juive par l'islamiste Mohamed Merah le 19 mars dernier. Comment on peut laisser un homme venir et tuer des enfants devant une porte d'école? L'apprenti djihadiste avait tiré de sang-froid. Il avait même filmé la scène. Cette tuerie a été un choc en France et en Israël, où ont été inhumées les 4 victimes. Mohamed Merah a été tué par les forces de police. Sa folie meurtrière, son antisémitisme ont été condamnés de toutes parts. Et pourtant, depuis mars dernier, les actes antisémites ont augmenté. Une hausse de 45% sur l'année. Menaces, tracts ou engins explosifs, comme ici à Sarcelles, surnommé la Petite Jérusalem. Un supermarché cachère a été attaqué le mois dernier. Malheureusement, Toulouse n'a pas été un frein, mais semble avoir libéré certaines pulsions antisémites. Depuis, 12 islamistes, certains liés à cette attaque, ont été arrêtés. Ils préparaient des attentats. Un avocat juif devait être leur prochaine victime, de quoi inquiéter la communauté juive. D'autant qu'un relent antisémite était perceptible ces derniers jours sur le net. Des blagues de mauvais goût sur le thème « Un bon juif », des messages que Twitter devrait effacer. Rhétorique anti-israélienne, injures, un nouvel antisémitisme est-il en train de se banaliser en France ? Jean-Yves Camus, bonsoir. Vous êtes politologue et vous êtes chercheur à l'IRIS. À côté de vous, Elisabeth Roudinesco. Bonsoir Elisabeth, vous êtes psychanalyste et historienne. Je rappelle, retour sur la question juive, c'était en 2009. Et puis je rappelle une préface à la correspondance inédite et extensive entre Sigmund Freud et sa fille, et cela vient de paraître. À côté de vous, Jonathan Ayoun, vous êtes président de l'Union des étudiants juifs de France. Alors cette question à tous les trois, est-ce que la France, qui est le pays des droits de l'homme et qui a été au XVIIIe siècle le pays de l'émancipation des juifs, serait devenue le pays le plus antisémite d'Europe? Elisabeth Roudinesco. Ah non, je ne dirais pas que c'est devenu le pays le plus antisémite d'Europe. L'antisémitisme est d'abord partout. Dans le monde entier, c'est toujours le même discours. Et surtout, ce qui est très frappant dans l'antisémitisme, c'est qu'il existe en tant que discours dans des pays où il n'y a pas de juifs. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant quand même. Hein. Ça veut dire qu'il y a une structure du discours antisémite. Alors évidemment, il y a des moments où l'antisémitisme est plus fort dans un pays que dans un autre. Enfin, ça a été, la matrice a été la France et l'Allemagne. Mais ça semble être le cas, Jonathan Ayoun, en ce moment, avec de plus en plus d'actes antisémites, sans même parler de Toulouse ou de Sarcelles il y a quelques semaines. Cela fait déjà à peu près 12 ans qu'il y a un regain d'antisémitisme dans notre pays, un phénomène qui s'est accentué cette dernière année, avec l'exemple des passages à l'acte les plus violents, mais une montée des actes de manière plus générale, et un degré de violence qui s'est aussi accentué. Le dernier exemple qui montre qu'il y a un problème d'antisémitisme particulier dans ce pays, et ce qui a aussi fait l'actualité ces dernières semaines, c'est la haine antisémite qui a envahi, enflammé Internet, plus particulièrement Twitter. Et le on peut rappeler quand même simplement ce que c'est, parce que tout le monde n'a pas vu, heureusement d'ailleurs. Mais donc c'était la création de ce qu'on appelle un hashtag, un mot-clé, un bon juif sur Twitter. Ça remonte à environ 3 semaines. C'est né comme ça un soir. Et il y a eu un déferlement de tweets antisémites d'une violence absolument extrême. On les a découverts le matin. Ça a duré des jours et des jours. Vous avez demandé le retrait à Twitter. Ça a pris beaucoup de temps. Ils sont en train de les retirer en ce moment. Ce matin, j'y suis allée. Il y en avait encore quelques-uns. Donc c'est quelque chose d'assez compliqué. Mais il y en a d'autres. Il y a plein de tweets antisémites sur Facebook aussi. Il y a plein de choses en ce moment. Il y a un hashtag Palestine vaincra qui est tout aussi malodorant, qui fait peu de buzz, dont on n'entend pas parler, mais il existe quand même. Et moi, la question que je voulais vous poser, c'est, ça a marché pour un bon juif. Vous allez le faire de manière systématique? Vous allez traquer cet antisémitisme des réseaux sociaux dont vous parlez? Nous n'avons pas pour vocation à devenir les éboueurs du net. Il faut trouver d'autres solutions. Parce qu'il y a effectivement un Internet poubelle. Il y a un Internet poubelle. Cela se répand. Il faut des réponses qui
mettent en responsabilité ces entreprises citoyennes, ces géants du net américains qui ne s'adaptent pas à la loi française. Il ne l'avait jamais fait, il n'avait jamais retiré... C'était une première mondiale que sur une demande d'une association, il le retire. Absolument. Alors on pourrait s'en enorgueillir, mais ça ne peut s'arrêter là. Un petit mot. Jean-Yves Camus, sur les faits, sur l'augmentation des faits et des actes antisémites en France, vous n'avez pas l'air tout à fait d'accord. Non, arrêtons avec la culpabilisation de la France. D'abord, il n'y a pas de pays antisémites. Il y a des antisémites dans tous les pays. Ce n'est pas la même chose. C'est pas juste une formule? Non, c'est pas une formule. Un pays, la France, la Belgique, la Hollande, la Suède, n'est pas intrinsèquement antisémite. Il y a à un moment donné, dans une conjoncture politique donnée, un nombre d'actes antisémites en croissance, je vais en parler dans 2 minutes, qui montre qu'il y a effectivement un problème. On a des chiffres assez spectaculaires, plus 45% depuis l'année 2012. On a des chiffres spectaculaires, mais d'une antisémites. part, les chiffres répondent à des problématiques différentes. En Grande-Bretagne, par exemple, on s'aperçoit que ce sont les événements du Proche-Orient qui déclenchent les actes antisémites. En France, ce n'est pas le cas. Qu'est-ce qui les déclenche en France? Eh bien, on ne sait pas trop. On ne sait pas trop. On a eu effectivement un pic d'actes antisémites au moment de l'opération Plomb durci en janvier 2009, fin décembre 2008, janvier 2009. Donc ça serait une adhésion à un soutien pro-palestinien, il se passe quelque chose. Et il y a effectivement une montée en flèche des actes antisémites. Et donc une Mais réaction. 2004, on a l'année, si j'ose dire, record, tristement record, plus de 900 actes antisémites. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, oui, effectivement, Yasser Arafat meurt en France en novembre 2003. Il se passe qu'il y a des attentats, comme d'habitude, au Proche-Orient. Mais il se passe aussi qu'il y a la guerre en Irak, et les manifestations contre la guerre en Irak. Ça tient un petit peu d'un climat, ça tient beaucoup d'un climat, davantage que d'un fait en particulier. Et puis, en Grande-Bretagne, on voit bien que les actes antisémites sont liés à ce qui se passe dans le subcontinent indien, d'où est originaire la grande majorité de la population musulmane de Grande-Bretagne. Ça ne résonne pas en France, ça. Ce qui résonne, c'est ce qui se passe au Maghreb, qui ne résonne pas en Grande-Bretagne. On a eu pour la première fois, en 2012, pour la première fois depuis la dernière guerre mondiale, des enfants juifs qui ont été tués en France par Mohamed Merah, pour la simple raison qu'ils étaient juifs. Ça, c'est quand même ça manifeste un... Oui, mais n'oublions pas ce qui se passe à l'étranger. On a en France, je voudrais insister sur quelque chose d'important, qui est le ratio, si je veux dire, du nombre d'actes et de la population. En France, il y a... Nous n'avons pas, Dieu merci, de recensement des Juifs, entre 500 et 600 000 Juifs, très probablement. Et il y a moins de 400 actes cette année, il y a eu donc un pic aux alentours de 900. En Suède, l'année précédente, donc 2011, il y a un petit peu plus de 150 actes antisémites. Et il y a moins de 20 000 Juifs. La situation à Malmö, que je connais bien pour m'y être rendu récemment, elle est vraiment plus détestable que ce qui se passe dans toute la France. En Belgique, où on a une communauté de 20 000 personnes, on a aujourd'hui 150 actes. Et à Anvers et à Bruxelles, la situation est plus grave qu'en France. Elisabeth Roudinesco. Moi, je crois qu'il y a de l'antisémitisme toujours partout et qu'à certains moments, pour des raisons politiques précises, de poussée du populisme, de pauvreté, il y a il y a une déferlante, mais il y a un fond. Et on le voit toujours. Pourquoi? Parce que la thématique du discours antisémite, c'est le juif, c'est l'intellect, donc le populisme, c'est l'anti-intellectualisme, le juif, c'est l'argent, donc on hait l'argent, et le juif, c'est le sexe, il ne faut pas l'oublier. C'est ces 3 thématiques qui ressortent toujours dans le discours antisémite à certains moments. Et c'est la loi. C'est comme ça. Donc, si vous voulez, c'est là, et ça arrive alors pour des raisons politiques. Juste un mot, en ce qui concerne le Google, c'est formidable ce que vous faites. Moi, j'ai des sites antisémites effroyables. Qu'est-ce que vous voulez dire par j'ai des sites? Eh bien, je suis traitée. Vous êtes harcelé par des sites? Mais bien entendu. C'est évident. Les freudosémites, Freud, c'est un des grands thèmes de l'antisémitisme. Il est toujours traité de père incestueux, de juifs riches. On y a droit, mais depuis 100 ans. Donc, toute personne qui a à voir avec ça est traitée... Alors, c'est très difficile, parce que quand on intervient auprès de Google, quand on est une personne, on vous envoie sur des avocats. C'est très compliqué. On y passe sa vie. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une forme de banalisation de l'antisémitisme et de la façon dont il peut être perçu
dans l'opinion en France, et y compris par les autorités d'ailleurs, et peut-être banalisation à laquelle participe justement cet antisémitisme qu'on voit sur les réseaux sociaux. Si on se souvient qu'il y a 22 ans, en l'occurrence en mai 1990, on va en voir les images, après la profanation du cimetière juif de Carpentras, il y avait une gigantesque, et même plusieurs gigantesques manifestations en France, notamment l'une à Paris, qui avait été massive, et à laquelle avait participé le président de la République en exercice à l'époque, qui était François Mitterrand. On n'a plus aujourd'hui, à l'occasion d'actes antisémites, la même démonstration publique, massive dans la rue, d'une émotion qui touche l'ensemble de la communauté nationale. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de banalisation là ? Jonathan Ayoun. On était à l'origine de la marche qui avait eu lieu à Paris le 19 mars, le soir de la tuerie de Toulouse. Le président de la République actuelle, François Hollande, y était, mais à l'époque, il ne l'était pas. Il y avait 20 000 personnes. C'est vrai que c'est extrêmement peu, même si c'est une mobilisation spontanée. C'est pas la même chose. C'est pas la même époque. C'est pas la même époque. Il y a moins cette envie de participer à des mouvements de rue. Et on peut voir d'ailleurs, on aurait pu penser qu'avec un tel niveau de violence, on a tué des enfants juifs, ça allait servir de coup d'arrêt à des passages à l'acte violent. Or, ça en a libéré. Ou en tout cas, ça ne les a pas arrêtés. Donc en effet, il y a une banalisation. Et Internet, puisque c'était le sujet juste avant, participe de ce phénomène-là. Parce que c'est une foule sans visage. C'est l'anonymat d'Internet qui va. Jean-Yves Camus n'est pas du tout d'accord. Oui. Non, je suis pas en désaccord. Je veux signaler simplement quelque chose qui me paraît fondamental. Lorsque les citoyens manifestent contre la profanation de Carpentras, c'est très facile. On manifeste contre un groupe d'extrême droite et un parti d'extrême droite qui, d'une part, n'est pas l'auteur de la profanation. Je parle du Front National. Et on est dans le convenu. On manifeste contre l'extrême droite qui est antisémite. C'est beaucoup plus difficile de manifester aujourd'hui contre les auteurs d'actes antisémites qui ne sont pas des militants d'extrême droite. Parce qu'on a effectivement une évolution aussi de la personnalité, de la sociologie des acteurs, et que c'est plus compliqué de faire une manifestation en expliquant que certes ces acteurs appartiennent à une communauté ou soi-disant communauté précise, mais qu'il ne faut pas amalgamer les auteurs d'actes antisémites et l'ensemble des musulmans. C'est une problématique beaucoup plus difficile que celle qui animait les manifestants contre l'attentat de la rue Copernic, celui de Goldenberg ou celui de... Vous voulez dire que c'est plus difficile pour, notamment en particulier pour la gauche, de dénoncer une forme d'antisémitisme qui viendrait de milieux musulmans islamistes extrémisés dans certaines banlieues que de dénoncer l'antisémitisme lorsqu'il vient de l'extrême droite. C'est plus difficile de monter une mobilisation qui est nécessairement beaucoup plus subtile dans ses mots d'ordre et dans la présentation des faits. Plus embarrassé parce que c'est plus embarrassant. C'est-à-dire qu'il faut aussi faire comprendre que l'on a des perpétrateurs, des auteurs qui ne sont pas l'image de la communauté de millions de personnes à laquelle ils appartiennent. Elisabeth Roudinesco. Non, je trouve que dans ce pays, il y a vraiment des gens qui n'ont jamais soutenu le moindre antisémitisme à gauche ou à droite. Pas plus Hollande que Chirac, pas plus les gaullistes que les communistes. Donc il faut être très clair. Quant au discours antisémite dit d'extrême gauche, qui en fait, évidemment, vient de l'islamisme radical. Je rappelle que Merah a aussi assassiné 3 militaires musulmans. Donc, si vous voulez, voilà. Donc, c'est le même. Moi, ce qui me frappe, c'est le même discours. Donc, je ne suis pas favorable à ce qu'on sépare un antisémitisme qui viendrait de là ou d'ailleurs. L'antisémitisme, il est un discours. Alors après, politiquement, on peut distinguer. Mais tout antisémitisme doit être combattu de la façon la plus radicale. Mais il faut associer les actes racistes aussi. Donc, bien entendu, qu'on ne peut pas se contenter de ça. Il faut toujours associer, il faut toujours être antiraciste et il y a un risque aujourd'hui dans ce pays, vous pensez, d'une hiérarchisation des racismes entre les racismes et l'antisémitisme? Moi, je n'en fais pas. C'est un vrai risque, ça. Même si historiquement, on peut expliquer les différences, sur le plan des combats, on doit lier les deux. Et c'est ce que vient de dire Elisabeth Roudinesco est extrêmement important. Le combat contre l'antisémitisme doit toujours être accompagné du combat contre le racisme et inversement. Et c'est vrai qu'on a vu apparaître, il y a encore quelques semaines de cela, un discours de 2 poids, 2 mesures
un discours de concurrence des racismes. Auquel participent les médias et certaines unes de certains hebdomadaires qui entretiennent quand même... qui viendraient mettre en avant la question de l'antisémitisme et on banaliserait le racisme qui ne serait pas un sujet suffisamment traité, notamment à travers la question de l'islamophobie. Et en réalité, ce discours-là est extrêmement pervers, puisqu'il ne permet pas d'ailleurs de créer un rassemblement unitaire antiraciste et il vient en réalité mettre sur les juifs la faute même de ne pas pouvoir mener le combat contre le racisme. Et c'est aussi ce tournant-là qu'il va falloir arrêter et mener des combats de front. Et quand on parle de banalisation de la parole antisémite, c'est aussi une banalisation de la parole raciste. Des verrous ont sauté ces dernières années, on ne peut que le constater. Mais on évoquait justement la difficulté, l'évolution parfois, la difficulté peut-être à combattre un antisémitisme lorsqu'il ne vient pas de l'extrême droite. Il faut rappeler qu'en ce moment, justement, le Front National, conduit par Marine Le Pen, essaye de se débarrasser de cette étiquette-là, donc ce vieil antisémitisme qu'on connaît de longue date. Et il faut se rappeler que, par exemple, en novembre 2011, c'est tout récent, Marine Le Pen qui essaye, on le sait, de longue date d'organiser un voyage, d'avoir un voyage en Israël pour essayer de se laver de cette accusation d'antisémitisme, elle avait obtenu à New York une entrevue, une brève entrevue avec l'ambassadeur d'Israël à l'ONU, et Marine Le Pen s'en était glorifiée. On va l'écouter quelques secondes. C'est un signal de sa part, clairement, d'être venu à ce déjeuner. Il a clairement exprimé le désir d'avoir avec moi une conversation sur l'avenir des printemps arabes, l'avenir économique de la zone euro. Jean-Yves Camus. Elle a vraiment changé, extrême droite, ou pas ? Écoutez, moi, je peux dire que je suis français, je suis juif. Si Marine Le Pen veut s'adresser à moi, qu'elle s'adresse à moi en tant que Français et en tant que Juif, sans passer par un ambassadeur israélien. Il ne me représente pas, et ce qu'il dira n'influencera pas mon vote. Et je pense qu'il y a quelque chose d'extrêmement sournois dans ce type de démarche, qui consiste à dire, nous avons changé, nous allons parler aux Juifs de France, aux Juifs français, et nous allons le faire par un canal israélien. Voilà, ça renvoie à un imaginaire. Écoutez, moi je pense qu'il n'aurait pas dû aller à ce déjeuner, cet ambassadeur, et puis c'est tout. Je crois que Marine Le Pen, elle a échangé, elle a troqué l'antisémitisme de son père en racisme, et on ne doit pas discuter avec ces gens-là. Il n'aurait pas dû y aller. Moi, c'est ce que je pense profondément. À propos de canal israélien, enfin, pardon de reprendre cette expression, et j'y mets des guillemets, quel symbole attachez-vous, ou y en a-t-il un, à la visite de Benjamin Netanyahou à Paris, qui sera à Toulouse demain, aux côtés de François Hollande, et qui va visiter cette école où les 4 assassinats ont été perpétrés par Mohamed Merah. Jonathan ? Oui, certains même des victimes de cet acte-là sont franco-israéliens, donc ça a aussi son sens de ce point de vue-là. On peut comprendre que le Premier ministre de l'État d'Israël se préoccupe de l'antisémitisme dans le monde et qu'il souhaite d'ailleurs ce qu'il a fait la bienvenue aux Juifs de France qui veulent aller vivre en Israël. Mais c'est extrêmement important que le président de la République soit aussi là au même moment pour rappeler aux Juifs de France que ce sont des citoyens français et que ces tensions sont propres à la société française. Et c'est qu'en France qu'on doit les combattre. Est-ce que c'est le genre d'appel qu'on peut imaginer, enfin, qui peut se passer là maintenant? On se rappelle qu'effectivement en 2004, Ariel Sharon avait apporté l'ALIA comme réponse. Donc l'ALIA, c'est le fait de s'installer définitivement en Israël. Et j'ai regardé un petit peu ce qui se passait. Il se passe effectivement des choses, toujours sur les réseaux sociaux, mais du bon côté cette fois. C'est l'Agence juive de France qui est là pour les Israéliens, jeunes et moins jeunes, qui veulent faire cette ALIA. Ils vont les chercher sur les réseaux sociaux, ils sont sur Facebook, avec pas mal d'humour. Ils ont fait par exemple cette vidéo qui reprend totalement... Attendez, je vais vous montrer la vidéo. Regardons la vidéo. Une vidéo qui reprend totalement les codes d'une petite série qui a fait un énorme sur Canal+, disons-le. Ils ont besoin d'aide. Mais c'est assez intéressant qu'ils aient repris ces codes-là, on va regarder. J'ai joué à faire tourner Globe, et d'après mes calculs, et vu la taille d'Israël, il y avait une chance sur 26 millions, ça tombe sur Israël. C'est tombé sur Israël. Je savais pas par où commencer. Alors j'ai tapé Vive en Israël sur Google et je suis tombé sur le site de l'Agence juive. C'était cool, j'ai liké et je suis parti à l'Agence juive. Alors on en pense qu'on veut, c'est une vidéo qui a marché, qui a suscité un certain nombre de clics de jeunes juifs de France qui ont sollicité l'Agence juive. Ça vous pose un problème? C'est une idéologie politique. On décide à un moment donné de s'installer en Israël parce qu'on pense que l'État d'Israël, qui n'a pas toujours existé, est aujourd'hui le centre de la vie juive. On ne le fait pas, à mon avis, parce que conjoncturellement, il y a des problèmes sécuritaires dans tel ou tel pays. Ils existent bien évidemment en Israël, tout autant tout de même que dans les banlieues françaises. Si jamais ça n'est pas un choix idéologique, c'est un choix de peur, mais je vais plus loin, c'est un choix de démission. Parce que il n'est pas question, pour nous qui sommes citoyens français, de quitter ce pays, parce que certains cherchent à nous le faire quitter. Moi, je ne partirai pas parce que des actes antisémites ont lieu et que certains me disent que je n'ai pas ma place ici. Je partirai quand j'ai envie de partir, où j'ai envie de partir
et aux conditions auxquelles j'ai envie de partir. Jonathan Ayoun. Si des jeunes juifs éprouvent ce besoin-là, c'est que c'est un échec terrible pour la République française. Mais pas du tout. S'ils éprouvent ce besoin-là par conviction et par envie de participer à ce qu'on appelle l'État pour le peuple juif, c'est leur choix. En revanche, et c'est aussi notre combat, c'est que les Juifs de France aient aussi conscience de l'histoire qui était la leur, celle d'un combat sur de nombreuses années et des décennies avant d'obtenir l'égalité. L'émancipation en 1791. 1791, qui était en réalité, on va dire, la conclusion de la Révolution française, puisqu'on a permis aussi aux Juifs d'être égaux. Et ça a été suivi par une longue période de persécution. Il est important que les Juifs de France se considèrent comme Français et non pas comme une minorité. C'est très important parce que là aussi, dans le discours ambiant, on vient parler de minorité. Il n'y a pas de minorité. Les Juifs hébergés. Il y avait même eu un lapsus utilisé par une agence de presse il y a quelques semaines. Les Juifs de France, communauté hébergée. Et ne sont pas une minorité. Ce sont des citoyens français qui appartiennent par ailleurs à la communauté juive pour ceux qui le souhaitent. Et ils sont pleinement responsables et ils doivent l'être de ce qui se déroule dans leur pays. Elisabeth Roudinesco, vous voulez juste dire un mot sur... Et moi, ces campagnes ne m'impressionnent pas du tout. Et je n'aime pas du tout qu'on dise que la France est un pays où les Juifs sont en danger. Voilà. Et puis, même si c'était le cas, c'est pas du tout une solution que de les appeler ailleurs, quel que soit l'État. Aujourd'hui, les Juifs, c'est bien sûr, c'est Israël, mais c'est le monde entier. Et il y a toujours eu un conflit entre les Juifs de la diaspora et les Juifs qui voulaient trouver une solution dans la terre promise, même avant le génocide, bien entendu. Hein. Donc ça, c'est un vieux débat. Alors aujourd'hui, bien sûr, il est exacerbé, mais je n'aime pas cette campagne qui dit qu'on est en danger. Très bien. Vous êtes entendu. Et à propos d'appeler quelqu'un, on va appeler notre homme du monde, Juan Gomez, qui arrive de sa démarche chaloupée, légendaire d'ores et déjà depuis 2 mois, bonsoir pour évoquer, bonsoir Ola Ketal Corazon, pour évoquer un pays, la Hongrie, petit pays, dans lequel il ne fait pas forcément bon vivre. Oui, la Hongrie où l'on constate une forte progression des actes antisémites, à tel point d'ailleurs qu'Elie Wiesel, prix Nobel de la paix, survivant de l'Holocauste, a récemment renvoyé au gouvernement une haute décoration hongroise qu'il avait obtenue en 2004. Alors rien que ces derniers mois, les exemples sont nombreux. Par exemple, les supporters hongrois lors du match Hongrie-Israël qui profèrent des insultes antisémites. L'ancien grand rabbin de Hongrie insulté en pleine rue, en plein mois d'août, une 60aine de tombes vandalisées dans un cimetière juif du sud de la Hongrie. Tous ces incidents ont été fermement condamnés par le gouvernement de Viktor Orban, mais le Premier ministre et son parti sont finalement accusés de ne pas suffisamment lutter contre l'antisémitisme, voire même de l'encourager de façon assez pernicieuse pour essayer de contrer l'un des partis qui est en pleine augmentation, en pleine croissance aujourd'hui, le parti de l'extrême droite Jobbik, 3e force politique depuis les législatives de 2010. Et regardez ce que disait Daniel Cohn-Bendit au Premier ministre hongrois, c'était en janvier dernier au Parlement européen. Le maire de Budapest, qui est de son parti, de M. Orban, vient de nommer directeur du théâtre de Budapest quelqu'un qui a des accointances non seulement avec l'extrême droite, mais tout un passé antisémite. Pourquoi les sans-abri en Hongrie ont peur ? Pourquoi des intellectuels ont peur? Pourquoi de ma famille et des gens que je connais, juifs en Hongrie, ont peur aujourd'hui? Voilà, grosse colère de Daniel Cohn-Bendit. Elisabeth Roudinesco adore. Bravo Dani, c'est comme ça qu'on lutte contre l'antisémitisme. Daniel Cohn-Bendit qui faisait référence d'ailleurs à la nomination de personnalités antisémites à la tête du théâtre de Budapest. Alors ces nominations ont suscité énormément de polémiques. Évidemment, le monde des arts s'est mobilisé. Le monde des arts qui s'est mobilisé également pour essayer de revoir le nouveau programme national de l'enseignement littéraire dans lequel on trouve 4 auteurs clairement antisémites. Je crois que vous avez même signé la pétition, effectivement, pour la révision de ce programme. En revanche, le grand absent, Imre Kertész, juif, prix Nobel, le seul Hongrois prix Nobel de littérature. Et puis pour terminer, un dernier exemple, le grand écrivain hongrois d'origine juive, Ákos Kertész, 80 ans, a été obligé en mai dernier de demander l'asile politique au Canada, après avoir plusieurs fois été harcelé par des sympathisants d'extrême droite. Voilà donc un aperçu rapide du climat antisémite qui règne actuellement en Hongrie. Jean-Yves Camus, une conclusion, non pas sur la Hongrie, qui est un cas à part, mais sur le sujet dont on a débattu ce soir. Elisabeth Roudinesco disait « Moi, je refuse absolument de cautionner cette idée que les Juifs sont menacés en France par un antisémitisme qui gangrénerait la démocratie dans laquelle on vit. » Vous êtes d'accord? Vous êtes plus pessimiste, plus inquiet? D'accord, parce que ce qui se passe aujourd'hui, les actes antisémites qui ont lieu,
ne concerne pas la communauté juive, mais l'ensemble de la communauté nationale. Et que ceux d'entre nous qui sont juifs et qui ont décidé de rester ici doivent faire, c'est participer d'un mouvement de mobilisation de la communauté nationale contre ceux qui, à travers la communauté juive et ses symboles, cherchent à atteindre les fondements de la République. Je le rappelle, Mohamed Merah a tué évidemment des enfants juifs, il a aussi tué des soldats français. Ce sera votre conclusion. La haine du juif a connu différents visages au cours de l'histoire de France. L'antijudaïsme chrétien qui persécutait mais qui cherchait à convertir, un antijudaïsme mais également aussi émancipateur à l'époque des Lumières, ou l'antisémitisme de Drummond. Voici un épisode avec le journal du temps de Bruno Godenzi, un épisode qui rappelle l'ambiguïté manifestée par une église catholique à une certaine époque envers les juifs. C'est nouveau, très nouveau. Le retour de l'antisémitisme est associé à certaines mouvances islamistes. Car avant, et il n'y a pas si longtemps, ce sont plutôt certains catholiques, voire l'Église, qui étaient pointés du doigt. Grenoble, 1945. Juste après la Shoah, la tante de Robert et Gérald Finali retrouve la trace de ses neveux qui ont échappé à la déportation. Avec l'aide des religieuses de Notre-Dame de Sion, les 2 enfants juifs avaient été cachés et confiés à Antoinette Brun, directrice de la crèche municipale de Grenoble. Le problème est qu'Antoinette n'a aucune intention de restituer les gosses à présent. Catholique fervente, elle les baptise même Dardar et se fait nommer tutrice à titre provisoire. La tante des petits ne se laisse pas démonter et demande au célèbre avocat Maurice Garçon de les défendre. L'affaire devrait être vite pliée. Pourtant, il faut plusieurs appels avant que la justice ne lance un mandat d'arrêt contre Antoinette Brun 8 ans plus tard. Et là, coup de théâtre, les enfants ont disparu. Avant d'être arrêtés à son tour, la supérieure de Notre-Dame de Sion les a opportunément cachés afin que, de curé en abbé, on les fasse passer au Pays Basque espagnol. L'affaire a pris un tournant international. Et quand Franco décide de soutenir l'Église qui se sent en devoir d'élever les enfants dans la foi chrétienne, il soulève un tollé. Mais l'histoire finit bien. Robert et Gérald sont rendus à leur famille à la fin et partent aussitôt pour Israël, loin, très loin, de notre très sainte Mère l'Église.